Ce livre qui fait scandale serait les mémoires de l'ex-compagne de P. Diddy, Kim Porter, décédée en 2018, qui décrit ici comment le piège de Puff Daddy se serait refermé sur elle. Et si ce sont bien ses mémoires, ce livre est dingue. Alors oui, il évoque les freak-offs, de la violence, de la trahison, mais aussi des rituels étranges, ainsi que des meurtres. Quand on arrive au dernier chapitre, c'est aussi censé être le dernier chapitre de la vie de Kim Porter, car elle aurait écrit cela jusqu'à la fin, se précipitant à terminer le manuscrit car elle se sentait en danger. Donc si c'est vrai, ce témoignage est troublant, mais extrêmement touchant également. Ce livre s'appuierait sur des documents, des cassettes et un lecteur flash que Kim a laissé, le tout déposé dans un dossier cloud avec un mot de passe qu'elle aurait confié à 3 amis de confiance. C'est Chris Todd qui a retranscrit les mémoires de Kim sous un nom de plume. C'est un producteur, réalisateur et scénariste qui évolue à Los Angeles, dans l'industrie du divertissement, mais aussi dans le journalisme d'investigation. Pas mal de gens pensent que ce bouquin est bidon, mais Chris demande d'évaluer ses travaux intérieurs pour comprendre sa crédibilité. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux livre? Eh bien, on va voir ça ensemble. Au début, elle nous explique qu'elle vient de Géorgie et qu'elle est devenue mannequin à l'adolescence. Et elle a très vite décidé d'aller là où les castings se font, Los Angeles. Sa carrière évolue et elle rencontre Al Bichour, un producteur, avec qui elle aura son fils Quincy. La relation ne durera pas, hélas, mais ils sont très complices et resteront vraiment de très bons amis. Et entre-temps, elle va accepter un poste de réceptionniste chez Uptown Records. Et c'est là qu'elle va rencontrer Diddy. Il est déjà un peu connu à l'époque, mais sans plus. Et il vient la tchatcher, la draguer, et il est pas fin dans ses propos. Donc elle le trouve relou, et dès le départ, elle va essayer de l'esquiver le plus possible. Alors comment il a réussi à l'avoir, le bougre? Eh bien, il a pris son temps, car elle le croise souvent, et notamment en soirée. Et à chaque fois, il est adorable. Il est cute, même. Et à force, elle le trouve plutôt cool, en fait. Et ils commencent donc à se fréquenter. Au début, c'était sympa, elle aimait sa vibe, son énergie, et ils s'entendaient très bien au lit. Jusqu'à ce qu'un événement que je qualifierais de olé olé arrive dans leur intimité. En gros, P. Diddy lui demande d'aller explorer sa pêche. Elle n'en a pas envie, mais lui, il insiste, en lui disant qu'il ne l'a jamais fait, qu'il voudrait découvrir. Elle accepte, et je vous passe les détails, car cela ne se passe pas très bien, techniquement. Il y a eu un peu de ménage après. Donc là, elle nous raconte que ça l'a un peu refroidi du coup, et qu'elle va le larguer gentiment. Mais lui, comme c'est un obsessionnel, elle va pas lâcher l'affaire. Et il recommence son numéro de lover. Il lui dit qu'il est désolé, qu'il regrette d'avoir demandé ça, qu'il déteste ça de toute façon, et que cela ne recommencera pas. Pour finir, il lui lâche un « je crois que je t'aime ». Et là, il va être sur son dos H24. Il va avoir beaucoup d'intentions, lui offrir des cadeaux à elle et surtout à son fils, Quincy. Des cadeaux toujours bien choisis, vous savez, qui prouvent qu'on s'intéresse à vous. Bref, il lui sort le grand jeu et elle retombe dans le panneau. Et cela va bien se passer pendant quelques temps. Mais la suite en partie 2. Je suis obligée, après c'est trop long. Je sais bien, mais allez-y, partie 2. Mais Diddy, lui, va revenir à la charge, car il veut qu'elle s'occupe de sa pêche. Sa pêche à lui, hein. Et là, Kim, elle est hallucinée qu'il lui redemande encore une fois, alors qu'il sait qu'elle ne veut vraiment pas. Et c'est là qu'elle va lui lâcher. Ce ne serait pas Clive qui se charge de cela, normalement? Clive, c'est lui. Le producteur et mentor de P. Diddy. Et depuis des années, il y a des rumeurs dans ce sens. Hélas, après avoir dit ça, elle se prend un coup monumental de la part de Diddy. Et elle tombe au sol. Lui se précipite sur elle en se confondant d'excuses. « Pardonne-moi, ma chérie, je voulais pas, blablabla. » À ce moment-là, elle lui dit de partir. Elle ne veut plus le voir. Mais rebelote! Au bout de quelques temps, ils se remettent ensemble. Elle écrit dans le livre qu'elle se sent stupide de retourner à chaque fois vers lui. Et en fait, il joue à chaque fois sur la corde sensible. Avec le gamin, Quincy. Car il a l'air vraiment génial avec lui, par contre. Comme elle l'écrit, c'est un mec qui pèse. Elle est seule avec son fils. Elle pense à l'époque qu'elle aurait pu tomber bien plus mal. Mais au fil du temps, elle va se rendre compte que Diddy traîne dans des trucs louches. Il y a des rendez-vous bizarres. Il y a des armes. Et elle va même apprendre qu'il pratiquait le vaudou. Ou en tout cas qu'il utilisait des services occultes pour s'occuper de ses ennemis. Ah, les arts occultes et le show business ne sont jamais très loin, n'est-ce pas? Et c'est à cette époque-là qu'elle va rencontrer Mary J. Blige. Elle bosse sur un album avec Diddy. Elle va découvrir qu'ils ont une relation tous les deux, intime. Elle aime pas trop ça et elle va lui dire. Diddy va lui dire, mais non, t'inquiète, ça compte pas, tu sais. Et nous sommes libres, toi aussi tu es libre de toute manière. Et il lui dit, on n'a qu'à faire un threesome. Voilà, il a la solution à tout, Diddy. Et est-ce qu'elle va accepter? Oui, car faut dire qu'elle s'en cache pas. Elle a envie aussi d'avoir une sexualité hyper pimentée. Et c'est donc là, apparemment, qu'ils vont sourire tous les deux à ce genre de pratique. Et même les plus étranges, car un jour, elle va rentrer chez elle et voir que Diddy est là, avec son ex, Al Bichour. Et Diddy, comme d'habitude, va faire glisser la conversation et proposer un threesome. C'est bien, vous suivez. Bon, jusqu'ici, c'est facile, hein. Donc, elle se dit que c'est pas trop une bonne idée. Et à la fois, elle les aime tous les deux, donc pourquoi pas. Alors, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Eh peut-être que oui, car ça lui a permis de comprendre certaines choses. Car lors de cette intercade, elle a vite remarqué que ce plan à 3 se transformait gentiment en plan à 2. Et sans elle. Là, elle est donc super mal à l'aise et elle se barre. Et Diddy, la voyant partir, lui lâche « Non, t'inquiète bébé, c'est cool !» Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va constater par la suite. Diddy propose des plans à 3, souvent avec des hommes, et c'est clairement un prétexte. Et pour la suite, c'est Tupac Shakur
qui va rentrer en scène. Et ce sera pas pour un threesome. Tupac ne doit pas quitter le studio vivant. Voici la suite des prétendues mémoires de Kim Porter, l'ex de P. Diddy. Et c'est donc là que Tupac rentre en scène. Et c'est aussi ce moment-là où Kim va découvrir le coffre de P. Diddy, où il y a des vidéos que celui-ci filmerait lors de ses galipettes avec des personnes puissantes de l'industrie. C'est aussi le début des white parties. Et très clairement, dès le départ, Kim dit que ces soirées sont là pour permettre à des freak-offs d'apparaître plus tard dans la nuit. Et elle se rend compte que Diddy n'arrête pas de coucher à droite et à gauche. C'est clairement une obsession pour lui, et ça, elle l'a bien compris. Kim, même si elle est libertine, elle a ses limites. Et c'est là qu'elle va évoquer Tupac. Elle le rencontre pour la première fois, ça colle direct entre eux, et elle l'adore. Et comme elle est en couple libre, elle va fricoter avec lui. Ils s'entendent super bien, et il devient même son confident. Mais leur complicité va prendre un coup, le jour où Diddy va rencontrer Tupac, en présence de Kim. Diddy, il était au courant que Kim fricotait avec Tupac. Et en voyant Tupac, il dit avec un air étrange. On dirait bien que ma femme est une vilaine fille, non? Tupac est gêné, il va répondre « Ouais ». Et Diddy rajoute « Oh oui, qu'elle est vilaine ». Mais Diddy va enfoncer le clou en demandant à Tupac « À ton avis, c'est qui le meilleur entre Tupac et lui? Meilleur au lit avec Kim ». Tupac, là, lui, il est en mode Quoi ?» Et Diddy surenchère « Bah vas-y, on n'a qu'à essayer, je parie que elle est plus grosse que la tienne ». Un grand classique. Tupac, lui, il hallucine complet. Kim intervient en disant « Mais il est où le respect, en fait, là ?» Et Diddy, surexcité, rajoute « Bah ouais, on n'a qu'à vérifier maintenant, on va voir qui c'est qui est le plus rapide à la faire venir. » Tupac, là, il s'énerve et il lui dit « Dégage avec tes conneries, là. C'est n'importe quoi ce que tu dis. » Et il rajoute qu'il en a marre. Parce qu'à chaque fois qu'il croise Diddy, faut à chaque fois qu'il vienne lui parler de Huck. Et Diddy lui fait du rentre-dedans. Et il en a marre, en fait. Donc c'est à partir de là, a priori, selon Kim, que c'est devenu chaud entre eux deux. Moi, je mettrais des pincettes parce que je pense qu'il y a autre chose. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Et c'est tout naturellement à partir de là que Tupac va mettre un peu de distance avec Kim. Et les peu de fois où Tupac et Diddy vont se croiser, la tension est palpable. Mais cela ne va pas en rester là. Et Kim va confirmer ce que disent beaucoup de gens depuis des années, que Diddy serait en lien avec la disparition de Tupac. Elle explique qu'un matin, en arrivant au studio, Kim va surprendre une conversation entre Diddy et Jimmy, son homme de main. Et elle aurait entendu Pac. Tupac ne doit pas quitter le studio vivant. Là, elle se fait discrète, car elle n'est pas censée avoir entendu ça. Donc elle fait genre qu'elle n'a rien entendu et propose avec le sourire de commander les petits-déj. Et prend les commandes, comme si de rien n'était. Quand Jimmy, l'homme de main, salue Sean, Diddy Combe, il lui dit « C'est entendu, faisons comme ça, je passe le coup de fil ». Elle fait référence ici à l'attaque de Tupac du 30 novembre 1994, dans les studios de Quad Recording, à Manhattan. D'ailleurs, Tupac, à l'époque, accusera ouvertement Diddy lui aussi, ainsi qu'André Harrell et Biggie. Car ils sont tombés nez à nez après la fusillade. Tupac, lorsqu'on lui a tiré dessus, il a réussi à s'échapper par l'ascenseur. Mais celui-ci s'est arrêté à un étage où il y avait Diddy et Biggie. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ils l'ont juste regardé, par terre, gisant dans son sang. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas prévenu les secours et ils le regardaient fixement comme s'ils étaient étonnés tous les deux de le voir encore en vie. Tupac a compris à ce moment-là. C'était une confirmation pour lui. Il va s'en sortir cette fois-ci après une hospitalisation et une testicule en moins. Et en tout cas, dans le livre, Kim confirme que cette fusillade aurait été orchestrée par P. Diddy. Et là, elle comprend qu'elle ne peut pas rester avec un type pareil. Il est bien trop dangereux et il faut qu'elle se sépare de lui au plus vite. Et elle va profiter d'une soirée au restaurant, en public, pour lui annoncer la séparation. Sauf que Diddy arrive au restaurant en étant au téléphone. Il parle d'un son qu'il veut faire sortir rapidement, Who Shot Ya, interprété par Diddy, et il dit que ça va être un banger et que tout le monde va en parler. Et il ajoute, bien sûr que tout le monde va croire qu'on parle de Tupac, et cela va rapporter de l'argent, il y aura du sang dans les rues. Et si Tupac répond à ça, ça fera encore plus de fric. Donc il veut faire croire à tout le monde que c'est Biggie qui a tiré sur Tupac, et donc il met les deux en danger en toute conscience. Il raccroche, Kim a une tête livide, perturbée par ce qu'elle vient d'entendre et de comprendre. Lui, il voit bien que ça va pas et il lui dit « Ça va ?» Elle répond « Oui, oui, t'inquiète ». Mais lui, il rajoute « T'es sûr que ça va ?» Et là, il va lui prendre la main et commencer à la serrer graduellement jusqu'à ce qu'elle ait mal, en lui disant « Eh bien, c'est merveilleux. Car tu vois, la dernière fois quand je t'ai vu arriver dans le studio et que j'étais en train de parler à Jimmy sur le fait de descendre l'autre, eh bien, tu n'es pas venu me saouler après. Et j'étais très inquiet par rapport à ça. » Il l'avait donc grillée. Il serre toujours sa main, elle lui dit qu'elle a mal, elle lui demande d'arrêter, et il répond « Tu as fait semblant de ne pas entendre cette conversation. Cela veut bien dire que tu m'es loyal, n'est-ce pas ?» Eh bien alors tout va bien. Et il aurait rajouté « Souviens-toi que c'est moi qui a la plus grosse. » Bien, commandons du vin maintenant. Le piège se referme complètement sur Kim, et les choses vont empirer. Et dans la suite que je posterai en commentaire, cela sera au tour de Jay-Z de rentrer en scène. Et est-ce qu'il va y avoir du sale ? Oui. Tupac et Biggie vont créer leur propre label. Est-ce que quelqu'un a encore une putain de loyauté ici ? Eh bien, c'est pas ce que je suis en train de te prouver, là, peut-être ? Bah alors, le petit Jay-Z, là,
Qu'est-ce qu'il doit nous faire dans cette partie? Et voici la suite des prétendues mémoires du livre de Kim Porter, l'ex-compagne de P. Diddy. Diddy, à ce moment-là du récit, est clairement devenu obsédé par Tupac. Il est mauvais avec Kim et c'est elle qui prend en gros pour Tupac. Alors il est violent en parole, il la malmène, il la menace même, mais en revanche, elle évoque qu'il ne fait jamais rien de mal à son fils Quincy. Et elle doit absolument mettre une stratégie en place pour arriver à lui échapper. Cela sans mettre sa vie en danger, car elle sait maintenant de quoi il est capable, elle l'a vu avec Tupac. Dans l'intimité, les choses ont changé, il ne la touche plus, enfin si, juste de temps en temps quand il est jaloux d'un autre homme. Elle a évoqué un plan à plusieurs. Diddy, elle et Jamie Foxx. Et a priori, comme elle aimait un peu beaucoup trop ce que Jamie Foxx lui faisait, Diddy aurait pété des câbles après. En gros, il ne supporte plus la compétition, alors que c'est lui qui propose ce genre de plan à chaque fois. Donc Diddy, de son côté, les névroses, ça s'arrange pas. Et c'est là qu'elle va parler de Jay-Z. Elle explique qu'il partage souvent le lit de Diddy, mais que Dieu merci, jamais on lui demande de les rejoindre. Et un jour, après un petit câlin entre Diddy et Jay-Z, je trouve cette phrase folle, mais pourquoi pas? Eh bien, ils vont discuter ensemble dans le salon. Présente, elle rapporte que Jay-Z aurait dit Tupac et Biggie vont créer leur propre label. Diddy aurait répondu mais est-ce que quelqu'un a encore une putain de loyauté ici? Jay-Z répond c'est parce que je suis en train de te prouver là peut-être. Diddy ah ouais, et toi pourquoi t'es si pressé de venir me prévenir alors? Parce que Biggie c'est ton gars sûr, non? Car Biggie avait aidé Jay-Z au début de sa carrière. C'est un genou à l'époque, mais le petit n'a pas froid aux yeux et il répond premièrement, j'en ai marre d'être considéré comme son poulain et je veux sortir de sa maudite ombre. Quel ingrat. Diddy ça lui plaît. Il sourit et lui dit ok, ça je respecte. Jay-Z enchaîne et au-dessus de ça, Biggie va créer ce label avec Tupac. Alors que c'est avec moi qu'il aurait dû le faire. Mais mec, t'es un bébé à ce moment-là de l'histoire. Biggie choisit Tupac, un mec qui pèse et qui est son ami. Normal, logique. Elle raconte que Jay-Z, à cette époque, déjà, il pensait qu'il était au-dessus du soleil. Et Diddy va lui dire en gros la même chose. C'est normal, qu'est-ce que tu me joues là? Mais dis-moi plutôt la vérité. Qu'est-ce que tu lui veux, en fait? Jay-Z, là, aurait dit, je veux sa place. Et ça parle à Diddy. Il va lui répondre, l'ambition. Voilà, quelqu'un avec qui je vais pouvoir travailler, alors. Là, Diddy est très théâtral, il fait des grands gestes, il appelle une employée en disant, donnez à cet enfoiré ce dont il désire. Et rajoute, honnêteté et ambition. Nous allons faire du bon boulot ensemble. Jay-Z, je suppose qu'il ne partira pas pour créer ce label avec ce mec. Diddy, hyper arrogant, aurait répondu, pourquoi ne pas me laisser m'inquiéter de tout ça? Donc si c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'ils se sont liés. Tous les deux. Par ego. Biggie et Tupac n'étaient pas ennemis comme on voulait le faire croire. Et ils allaient créer un label ensemble. Et deux autres personnes ont voulu tout détruire. Par jalousie. Pour la suite, nous allons découvrir une facette inconnue de Will Smith et faire la connaissance de la nouvelle copine de Tupac, qui va confronter Diddy. Ah oui, puis il y aura une célébrité qui va pisser dans le verre d'une autre célébrité. Allez, et voici la partie 5 des prétendues mémoires de Kim Porter, l'ex de P. Diddy. Et c'est à cette époque qu'elle va faire la rencontre de la copine de Tupac, Kidada Jones. Elle fait partie de ce milieu car elle est la fille de Quincy Jones, célèbre producteur, et de l'actrice Peggy Lipton. Et c'est également la sœur de l'actrice Rashida Jones, que certains d'entre vous reconnaîtront. Elles s'entendent très bien. Et Kidada sait que Kim a fréquenté Tupac auparavant. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc, et Kim trouve que ce sont un super couple. Au fur et à mesure du temps, elles deviennent amies et traînent ensemble. Mais Kidada, si a priori elle a confiance en Kim, c'est pas le cas pour Sean Diddy Kong. Les gens d'ailleurs trouvent ça étrange qu'elle traîne avec les femmes qui entourent Diddy. Mais certains disent qu'elle reste près de ses ennemis par prudence. Et Kim va raconter ce qui s'est passé lors d'une remise de prix. Quand Kidada rentre dans la salle, elle va les saluer et discuter avec eux. Diddy lui sourit, mais Kim sait que ce sourire n'est pas authentique. C'est le sourire quand il a une dent contre quelqu'un. Diddy sait, lui, qu'il va rafler pas mal de prix. Sa carrière est en train de basculer. Et il y a plein de sons qui ont marché. Et dès que Kidada va s'approcher de lui, il lui dit Bad Boys Record est sur le point de rafler tous les prix. Et Biggie, présent avec sa femme Faith, va ajouter avec les nouveaux sons qu'on va sortir, ils vont être tous malades. Kim sourit et demande à la serveuse un pichet de ginger ale qui sera déposé sur sa table, qui est à côté de celle de Diddy. Détail important. Et aussitôt le verre servi, elle dit la musique de Tupac va aussi recevoir du succès, tu sais. Diddy fait la grimace et elle rajoute allez, même si vous avez des différends avec Tupac, tu peux quand même admettre qu'il fait de la bonne musique, non? Diddy ne dit rien, il regarde Kim de côté et prend une gorgée de cognac, puis répond de manière hyper condescendante Bad Boys a la musique la plus chaude de cette planète. Je ne suis pas en train de triper, non? Et là, Kidada lui lâche direct Tupac pense que tu as un lien avec la fusillade. Vous étiez potes, non? Donc faites en sorte que ça s'arrange. Il répond mais pourquoi ce foutu mec pense que j'ai quelque chose à avoir là-dedans? Ah ouais, est-ce que tu peux le blâmer peut-être? Oui, j'ai des choses à lui reprocher, on avait plein de choses à venir, pour nous tous, et il m'a tourné le dos. Et il a les coronesses de venir m'accuser pour la fusillade? Kim est hallucinée de le voir mentir comme ça, mais à la fois elle voudrait calmer le jeu. Devons-nous parler de ça ce soir? C'est une grande soirée pour Diddy. Et c'est à ce moment-là que Kimora Lee Simmons, mannequin et actrice, arrive à leur table. Elle s'assoit, salue les filles avec un grand sourire et dit à Kidada tout le monde est en train de parler de toi là. Les gens ont entendu tes accusations envers Diddy. Kidada regarde l'assemblée autour d'elle et elle voit que ça chuchote de partout. Elle se lève et hurle. Toute personne qui n'évoque pas cela n'est pas sérieuse. Car tout le monde sait que Diddy est derrière tout cela. Kimora intervient. Chérie, on n'a pas besoin de faire ça ici. Kidada répond. Oh oui, nous allons pas heurter les pauvres sentiments de Monsieur Sean Diddy Kong. Il a juste mis le rappeur le plus prolifique dans une fusillade. Là, Diddy, il serre les poings. Et Kim explique que ça aurait pu mal tourner pour Kidada. Mais c'est la fille de Quincy Jones.
Et Quincy, c'est l'un des plus grands producteurs de l'industrie. Il a produit Michael, par exemple. Il est puissant, donc Kidada est tranquille, elle ne risque rien. À ce moment-là, Biggie et Mary J. Blige quittent la table de Diddy. Et Kim pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire mal voir par Quincy Jones. Et Diddy, voyant cela, il les rappelle pour qu'ils se rassoient à la table. Et c'est ce que Biggie va faire. Mais là, Kidada, elle est déchaînée. Tu n'es pas en sécurité dans les rues, tu sais. T'es pas intouchable. Kimora devient blême et attrape la main de Kidada en lui disant « Viens, je dois aller aux toilettes ». Kidada lui lâche la main et lui dit « Fous-moi la paix ». Kimora est très mal à l'aise et elle veut de toute évidence que Kidada se calme. Et elle regarde toutes les deux la foule, qui a les yeux rivés sur elle. Kidada reprend donc ses esprits et Kimora va lui dire « Allez viens, on va se repoudrer le nez ». Kidada jette un dernier regard noir sur Diddy et s'en va. Kim, après quelques minutes, va demander à Diddy s'il va bien. Mais il ne va pas répondre tout de suite. Il regarde autour de lui et il voit que plus personne ne l'observe. Il se lève pour aller à la table de Kidada juste à côté, prend le pichet de ginger ale, vous vous souvenez, tient le pichet sous la table et pisse dedans. Il regarde à présent Kim en souriant, en remettant le pichet sur la table de Kidada. Kimora et Kidada reviennent à leur table et Diddy les observe discrètement. Et au moment où Kidada va pour se servir un verre de ginger ale aromatisé façon Diddy, c'est Gene Deal qui va intervenir, l'agent de sécurité de Diddy. Et il va empêcher Kidada de boire. C'est étrange qu'ils soient intervenus car lui, il connaît bien les colères de Diddy. Mais bon, il est intervenu. Nous sommes à présent quelques temps plus tard dans le récit et Kim explique qu'elle en a vraiment marre de ces soirées orgiaques organisées par Diddy et qu'elle se rend compte qu'elle n'est qu'un prétexte pour lui, une couverture, car selon elle, il préfère clairement les hommes. Et elle explique un jour se réveiller auprès de Jada Smith, après une nuit folle où elles auraient fait des bisous, on va dire ça, et qu'elle a vu Diddy sortir de sa chambre à lui en compagnie de Will Smith. Et a priori, eux aussi faisaient beaucoup de bisous. Et il y avait une autre personne dans la chambre, mais là, c'est censuré dans le bouquin. Je trouve cela étrange, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas si vous avez des infos. En tout cas, là encore, elle explique qu'elle est bien contente de ne pas avoir à se joindre à eux pour faire des bisous. Et qu'elle n'aime vraiment pas ce fameux inconnu. Diddy veut lui parler, avant qu'elle parte. Il lui demande de s'asseoir, et l'inconnu qui lui est à poil se joint à eux. Et Diddy va dire « Cette guerre entre la côte Est et la côte Ouest est bien plus lucrative que je ne pensais. Mais cela devient dangereux. » L'inconnu lui répond surpris. « Mais tu parles de business dès le matin, toi ?» Puis il rajoute « Mais tu sais que t'as rien à craindre, toi. Tu as le pass Daddy. » Ouais, et je peux pas protéger tout le monde. Spécialement quelqu'un qui n'est plus sous mon label. Attends, Sean. Tu es en train de me dire ce que je crois que tu me dis? Ça prend trop de ressources de protéger les gens. Et quelqu'un qui n'est plus dans mon équipe ne peut plus avoir ma protection. Donc pour être clair, si quelque chose arrivait à l'un de tes artistes qui quitterait ton label, ce ne serait plus sous contrôle? C'est ça que tu es en train de me dire? Il rigole et rajoute. T'es bien un enfoiré. Alors à votre avis, est-ce qu'il te parle de Biggie ici? Eh bien moi je sais, parce que j'ai lu la suite. Allez, je vous fais la prochaine partie. Biggie n'est pas encore parti. Ce ne sont que des rumeurs. Tu vas quand même pas le laisser mourir à cause de rumeurs. Et voici la suite. Des prétendues mémoires de Kim Porter, l'ex de P. Diddy. Kim écrit à cette époque qu'elle n'est pas vraiment certaine qu'il est en train de parler de Biggie. Mais comme elle l'a vu par le passé avec Tupac, elle sait de quoi il est capable. Et ce que je n'ai pas précisé dans la partie précédente, c'est que Diddy voulait absolument que Kim entende cette conversation entre lui et ce fameux inconnu. Donc encore une fois, lui, il compte sur sa loyauté à elle. Et elle ne veut pas traîner dans ce genre d'affaires. Et elle va carrément lui demander. Biggie n'est pas encore parti. Et ce ne sont que des rumeurs. Tu vas quand même pas le laisser mourir. À cause de rumeurs. Je sais quand je suis trahi. Et je vais tuer personne. Mais bordel, je vais pas protéger quelqu'un qui ne m'est pas fidèle à 150%. Diddy est hors de lui, alors Kim va tenter de le prendre par les sentiments. C'est-à-dire l'argent. Mais tu as investi tellement d'argent sur lui. Ce serait dommage de tout gâcher. Ah ouais, mais s'il part, il partira avec tout l'argent qu'il a investi pour le créer. Et s'il ne peut pas se protéger lui-même et que quelque chose de terrible devait lui arriver, eh bien l'argent qu'on se fera à sa mort dépassera la somme que nous avions gagnée ensemble. Il vaut plus pour moi mort que vivant. L'inconnu intervient. Inconnu, car on l'a vu précédemment, c'est censuré dans le livre. Il dit: je comprends, mec, pas mal de gens veulent voir Biggie mort aussi. Et sans ta protection, il n'a aucune chance à Cali. À ce moment-là, Diddy se tourne vers un coffre dissimulé derrière lui et sort un sac avec le nom de l'inconnu dessus et lui donne en disant: c'est pour ça que t'as mérité ton point en or. Tu me comprends, toi. Et voilà de quoi protéger ceux qui comptent pour moi. L'inconnu sourit et lui répond: tu sais que je t'aime, bébé. J'assurerai toujours tes arrières. Eh ben, tes problèmes sont mes problèmes, et je vais mettre tout en œuvre pour que mes hommes protègent les tiens. Kim, elle en peut plus parce que depuis tout à l'heure, elle voulait partir. Mais Diddy insistait pour qu'elle reste, et qu'elle entende tout ça. Écoute, je dois retourner chez moi et retrouver Quincy avant qu'il se réveille. Embrasse-le pour moi. En partant, l'inconnu lui dit: j'aimerais bien voir le petit un de ces quatre. Dans sa tête, elle se dit: c'est hors de question. Mais elle va lui répondre en se dirigeant vers la porte: oui, ça pourrait être sympa. Nous sommes à présent quelques temps après dans le récit, et elle explique que leur relation est en dilettante. Ils sont ensemble, puis ils cassent, puis se remettent ensemble. En fait, rien n'est clair. Et il va l'appeler en lui disant: cette fois-ci, ça fait longtemps qu'on a rompu. Effectivement. Et tu sais que je ne veux pas qu'on soit au courant de mes tendances. Ah, tu veux pas que les gens sachent que tu es gay? Diddy devient furieux. Tu vois, c'est à cause de ça que je perds le contrôle avec toi. Au revoir, Sean. Attends. Quoi encore? Je suis désolée, ok? Mais tu es toujours désolée. Diddy prend une grande respiration et rajoute: je dois faire quelque chose pour me couvrir. Mais fais bien ce que tu veux, Sean. Oui, mais quand tu vas le voir dans les journaux,
Sache que c'est pas réel. Je le fais juste pour la presse. Tu fais quoi, Sean? Cette fille, c'est pour de faux. Elle fait juste semblant pour me couvrir. Sean, mais de quoi tu parles, bordel? Pour la publicité, je vais sortir avec une nana. Kim se met à rire et lui dit, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Pour me couvrir, je te dis. Et je voulais que tu la prennes par moi, d'abord. Et là, il lui sort son charabia habituel, je t'aime, blabla, tout ça, tout ça. Écoute, fais ce que tu veux, mais lâche-moi. Ce à quoi il répond, je ne renoncerai jamais à nous. Il n'y a plus de nous à présent, bye. Non, attends, dis à Quincy qu'il me manque. Kim connaît ce genre de manipulation. Et pour la première fois, elle n'a plus peur de lui dire que c'est bel et bien terminé. Et est-ce que c'est terminé pour Didi? Non. Et dans la partie suivante, il va employer la manière forte. Et il y aura également la mère de Biggie qui va rentrer en scène. Je ne voudrais pas paraître cruel, mais ce serait injuste de vous donner trop d'argent. Tu es devenu riche sur le dos de mon fils et à présent tu gardes l'argent. Et voici la suite des prétendues mémoires de Kim Porter, l'ex de P. Diddy. Kim a envoyé balader Didi, et depuis quelque temps, elle est tranquille. Certes, il l'appelle constamment, mais elle ne répond jamais. Cela va aller comme ça, jusqu'à ce vendredi soir. Elle était chez elle tranquille jusqu'à ce que la sonnette de l'entrée s'est fait entendre. Elle va ouvrir, et c'est Didi. Son cœur se serre, mais elle va dire avec le sourire, « Oh, c'est toi? Bah entre !» Et là, dans le livre, elle écrit qu'elle ne tourne vraiment pas rond dans sa tête, car elle ne voulait vraiment pas qu'il rentre. Mais comme elle a la frousse, tout ça s'embrouille dans son esprit. Didi, avec le sourire, lui dit, « Tu ne réponds pas à mes appels? Je voulais juste savoir si ça allait. Je vais bien. » Qui m'explique qu'en réalité, il n'en a rien à faire de sa réponse. Car il est trop occupé à contrôler les pièces pour voir s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Kim a envie que ça s'écourte, donc elle va dire, « Eh bien, comme tu le vois, tout va bien, tu peux être tranquille et me laisser aller me coucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'attend? Non, Sean. Et de toute manière, nous ne sommes plus ensemble. Et tu vois quelqu'un d'autre. Donc je peux voir qui je veux. » Là, Didi, furieux, la jette au sol. Et il va s'installer sur le canapé. Et il aurait eu dans les mains une arme. Kim est terrifiée et l'implore d'arrêter. Et elle lui dit que Quincy est en haut en train de dormir. Elle se demande comment ça peut escalader aussi vite. Et qu'elle en soit là, pointée du doigt par lui, avec une arme. Didi s'approche de son visage. « Tu es à moi, tu n'as plus le choix à présent. Je ne peux pas vivre sans toi. » Kim, tremblante, lui répond, « Ce n'est pas de l'amour, Sean. » Il arme le pistolet et répond, « Tu n'as pas écouté. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. S'il te plaît, Sean, Quincy est là, il va entendre. » Sean sourit et dit, « Oh, tu sais, il est même pas chargé en vrai. C'était pour le côté dramatique. Si j'avais envie de te tuer, il n'y aurait aucune trace qui remonterait à moi. Tu ne peux pas te figurer combien de personnes j'ai dû me charger au cours de ces années. » Il devient silencieux pendant un moment, puis rajoute, « Quelque chose dans ta nourriture, quelque chose dans ta boisson, quelque chose que personne ne pourrait jamais retracer. Tu vois? Jamais je ne te tirerai dessus, tu comprends? » Et il va la relever avec un sourire. Comme il voit que Kim est terrifiée, il lui dit, « Écoute, ma chérie, je ne vais pas te tuer, ok? Tu sais que je t'aime vraiment. Et si quelqu'un devait te faire du mal, je le tuerais. » Kim est effrayée à ce moment-là, mais elle fait comme si elle allait mieux. Mais Didi veut aller saluer Quincy, qui dort dans sa chambre. « Non, Sean, s'il te plaît. » Et elle va inventer le fait que le petit doit se lever tôt et qu'il ne faut pas le réveiller. Didi la regarde fixement et après un long silence, il dit, « Ok, je m'en vais. » Elle l'accompagne jusqu'à la porte, il l'embrasse en lui disant, « Embrasse bien Quincy pour moi. » Elle répond avec le sourire, « Mais bien sûr. » Didi va retourner à sa voiture et elle remarque à ce moment-là qu'il était accompagné de son garde du corps qui l'attendait à l'extérieur. C'est donc qu'il savait que cela pouvait tourner mal. Une fois la porte fermée, elle pleure de tout son corps, mais les jours suivants, rebelote. Il ne cesse de lui envoyer des fleurs et des cadeaux, et une multitude de cadeaux pour Quincy. À ce stade, elle voudrait aller voir les autorités, mais comme elle sait qu'il a le bras long, elle ne sait pas si elle peut leur faire confiance. Elle se sent piégée, et les mois vont défiler ainsi. Elle n'est là que pour être sa chose et garder ses secrets. Elle doit être toujours à sa disposition. Elle comprend que le piège est beaucoup plus fort qu'auparavant. Et ce piège devient rassurant pour elle. Et elle se demande même si elle n'a pas développé le syndrome de Stockholm. Nous sommes à présent un peu plus tard dans le récit, et Biggie est déjà décédé à ce moment-là. Et elle réitère en disant que Didi aurait pu empêcher tout cela. Et un soir, lors d'un dîner, le couple va rencontrer Madame Wallace, la mère de Biggie. Kim est extrêmement mal d'être devant la mère de Biggie, alors qu'elle dit être assise à côté de son meurtrier. Elle tente de la saluer normalement et Didi la salue en ajoutant, « Madame Wallace, en quoi puis-je vous aider? Quand j'ai eu votre message, ça avait l'air d'être urgent. Je sais que c'est pas ton problème. Mais les choses de mon côté sont difficiles. Et j'espérais que tu allais m'envoyer l'argent que tu as gagné avec Biggie. Je ne peux rien faire, tu sais, il y a des avocats et des comptables. » Et tout en se cherchant dans sa poche, il ajoute, « Mais je peux peut-être te donner quelque chose pour t'aider en attendant. » Madame Wallace explique que ça fait 2 ans que ça dure et qu'elle n'a eu aucune info depuis. Didi répond, « Je sais, les avocats sont difficiles et vraiment ça n'aide pas. Je ne vois pas ce qui est compliqué. Il travaillait avec toi et vous avez gagné de l'argent. Où est cet argent? C'est pas comme si je pouvais vous donner cet argent. On doit savoir à quoi vous avez le droit et trouver le judicieux montant. Je ne voudrais pas paraître cruel, mais ce serait injuste de vous donner trop d'argent. Tu es devenu riche sur le dos de mon fils et à présent tu gardes l'argent. J'ai bien peur que le business c'est pas si simple que ça. Je paye pour la production et pour la publicité. Et pour être franche avec vous, je crois que c'est plutôt Biggie qui me doit de l'argent. » La gorge de Madame Wallace se serre et lâche un « Espèce d'enfoiré. Je vais faire ce que je peux, mais je ne peux pas te donner de l'argent qui ne te reviendrait pas. Tu le sais très bien. Biggie ne te doit rien. Biggie aurait fait de l'argent qu'après, de toute manière. Car ce qu'on avait gagné, c'était pour payer les frais de production, c'est tout. Et on avait plein de choses à venir pour faire de l'argent.
Mais lui, il est plus là pour faire cet argent. Mais il me manque, tu sais. Madame Wallace, elle en peut plus là. Et elle va dire, Sean, as-tu tué mon fils? Didi ne répond pas. Elle réitère avec la voix tremblante. Toujours pas de réponse. Réponds à la question. Non, bien sûr que non. Je ne te crois pas, Sean. Didi alors aurait pris un air faussement triste pour dire « Cela me fait du mal d'entendre ça. » Et Madame Wallace est partie sans dire un mot. Kim observe le cinéma de Didi. Il est mauvais menteur et tout le monde le sait. Et elle s'inquiète à présent pour Madame Wallace. Que se passerait-il si elle apportait ses allégations à la presse? Sa vie pourrait être en danger. Pour la suite, c'est au tour de la veuve de Biggie de rentrer en scène. Et il y aura aussi Gillo, qui va arriver un soir, en panique, à la porte de Didi. Sean, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Relax, chérie. Mais pourquoi t'avais besoin de tirer en premier, bordel? Et voici la suite des prétendues mémoires de Kim Porter, l'ex de P. Diddy. Faith Evan, la veuve de Biggie, arrive un jour dans les studios de Bad Boys Records. Kim explique qu'elle l'aime bien et que c'est une bonne personne. Ils se saluent tous, et Diddy lui demande qu'est-ce qui l'amène. Quand tu m'as demandé de sortir avec Biggie, j'ai compris que tu voulais l'avoir sous ton contrôle. Et j'ai été honorée, tu sais, que tu m'aies choisi afin de surveiller ton actif le plus précieux. Mais Didi répond. Honnêtement, je savais que tu ferais bien les choses et que tu lui donnerais cette impression d'être aimé. Oui, mais je me sens pas bien à cause de cela à présent. Didi commence à changer de visage. Et Faith, pour le radoucir, lui dit. Tu sais que j'ai toujours été loyale, n'est-ce pas? Ah ouais? Et là, elle lui rappelle qu'elle a eu un fils avec Biggie. Sean prend une grande respiration et dit. Je vais prendre soin de toi. Tu n'es pas comme Biggie. Tu es loyal, toi. À ce moment-là, Faith a les larmes aux yeux et elle va lui dire. Il n'avait pas besoin de mourir. Donc elle savait. Didi répond. Non, c'est vrai, mais tu te trompes, il me manque, tu sais. Et là, il nous sort les violons. Mais de toute manière, ils étaient en train de me quitter. Et moi, tout le monde s'en fiche de ma douleur. Je voulais tout partager avec lui. C'était mon ami. Et d'après Kim, c'était surtout une amitié de façade en réalité. Faith en colère lui répond. Tu as plein d'amis avec qui partager ce que tu veux. Ah ouais, et donc? Big, lui, n'avait personne. Il n'avait que toi. Et là, Didi pète des câbles et hurle. Ce gros lard? Et cette petite merde avec qui tu as couché? La Kim est étonnée car elle ne savait pas. Tu lui as demandé de sortir avec Tupac aussi? Ouais, cet enfoiré de Tupac. Ils allaient se mettre en compétition avec moi. Après tout ce que j'ai fait pour eux, alors ouais, j'allais pas les protéger. À ce moment-là, Faith est en pleurs. Et Didi va lui dire calmement. Je ne le déteste pas. Mais j'ai été blessée, tu sais. Mais je veux faire en sorte que toi et le petit, vous soyez à l'abri. Faith se lève, sans dire un mot. Et là, lui, il va refaire son Calimero auprès de Kim. Pourquoi c'est moi qu'on prend pour le pourri? J'ai rien fait, sauf me bouger pour mettre tout le monde bien. Et je suis censée me laisser marcher dessus? Kim hallucine de cette conversation. La rencontre entre Faith et Biggie était donc orchestrée par Didi. Et il dit ouvertement à Faith qu'il n'a rien fait pour sauver son mari, parce qu'il a eu bobo à son petit cœur. Nous sommes un peu plus tard dans le récit, et c'est au tour de Gillo de rentrer en scène. Elle arrive un soir en panique, devant la porte de Didi. « Sean, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Relax, chérie. Mais pourquoi t'avais besoin de tirer en premier, bordel ?» Kim ne comprend rien et demande ce qui se passe. « Ce qui se passe? Ce qui se passe? Cette enflure a tiré dans ce foutu club. Jenny, il faut que tu te calmes. »« Que je me calme? Tu as tiré sur plein d'innocents. » Didi lui prend la main pour la calmer, mais elle répond. « Tu crois vraiment que le remplaçant de Biggie va prendre pour cette fusillade ?» Kim, surprise, intervient. « Vous parlez de Shine, là ?» Shine, c'est lui. Et en 1999, il est produit par Didi. Et un soir, Shine se trouve dans un club de New York, accompagné par Gillo et Didi. Et après une altercation entre Didi et un client, des coups de feu ont été tirés. Shine sera condamné pour tentative de meurtre. Il va faire 9 ans de prison. Et il a récemment déclaré que Didi avait détruit sa vie. Je reprends le récit. Relax, la situation est sous contrôle. Ils ont appelé mes avocats pour ma déclaration. Et il y a plein de témoins. Il n'y a aucun moyen pour que tu t'en sortes cette fois-ci. Tu doutes de moi? Mais qu'est-ce que t'as bien pu lui offrir en échange? Et s'il s'affaiblit en prison et commence à parler? Il ne fera rien. Et les personnes en prison ne croient jamais les personnes à l'extérieur. Donc tu vas le tuer aussi. Écoute, je vais menacer personne. Shine est intelligent et loyal. Il sait comment ça marche. Et quand il sortira, il sera bien pris en charge. Ils vont me poser des questions et je ne veux pas te faire de faux témoignages. Je ne veux pas aller en tôle. Relax, je te dis, allez, viens boire un verre. Tes avocats vont appeler les miens. Et tu ne seras jamais appelé à la barre des témoins. Mais comment tu peux être si sûr de ça? Entre la confession de Shine et les témoins qui vont dans le même sens, les flics n'auront pas besoin de plus. Il faudra juste la déclaration de ton avocat et cela suffira. Mon avocat, lui, ne fera jamais ce genre de choses. Oh que si, il va le faire. Tu ne le connais pas. Je m'en charge, t'inquiète. T'es sûr de toi? Mais oui, les avocats vont s'en charger. Vous n'allez quand même pas menacer mon avocat? Bien sûr que non, c'est la monnaie qui va parler. Kim va servir un verre à Gillo et demander à Sean. Pourquoi Shine? Tu avais plein de projets avec lui. Didi aurait répondu que des artistes comme lui, il y en a à l'appel. Et en regardant Gillo, elle ajoute. Il n'est pas une trouvaille unique, comme Jenny. Gillo est flatté, ils se détendent tous un petit peu. Ils boivent des verres ensemble et Didi va proposer un. Pour ceux qui ont suivi depuis la première partie, vous savez, il propose un plan à 3. Ah, il perd pas le nord, lui. Mais cette fois-ci, il se fait rembarrer par les deux direct. Pour la suite, on va parler d'un rituel étrange. Répugnant même. Qui va dévaster Kim.
C'est le genre de choses que je dois faire si je veux pouvoir t'offrir ce train de vie. Tu sais, tout ce luxe. Passer à la télé, être dans les films, les magazines. Je sais bien que tu veux pas le faire. Mais veux-tu vraiment passer à côté de tout cela? Et voici la suite des prétendues mémoires de Kim Porter, l'ex de P. Diddy. Kim est enceinte à présent, malgré la pilule. Elle veut en parler à Diddy, mais elle a peur. Mais elle sait aussi qu'elle est surveillée. Elle est devenue sa marionnette. Et elle a peur de faire quoi que ce soit dans son dos. Elle va prendre son courage à deux mains et lui annoncer. Et Diddy, après un silence, lui demande « Es-tu certaine ?» Elle répond que oui et lui devient fou. De joie. Kim est surprise car elle pensait qu'il allait être en colère, voire même qu'il la frapperait. Mais pas du tout. Il est surexcité par cette annonce. Et il appelle direct Will Smith et Jada pour annoncer la nouvelle et leur dire qu'ils vont fêter ça comme il se doit. Et pour Kim, le voir si heureux, cela la rassure. Et encore une fois, elle explique qu'elle est devenue complètement soumise à lui et à ses humeurs. Il raccroche le téléphone et lui dit « Nous devons faire une fête ». Kim répond souriante « Oui, nous allons faire une baby shower et puis une… » Diddy lui coupe la parole. Bien sûr, on va faire tout ça. Mais tu sais, tout le monde va vouloir dormir avec toi, juste avant la naissance du bébé. What? Kim a le cœur très lourd à ce moment-là. Et elle répond. Tout le monde va vouloir quoi? Didi répond tout content. Non, pas tout le monde. Tu sais, Will, Jada et le fameux inconnu que Kim déteste. Kim, en entendant ça, elle est désespérée. Sean, je vais avoir ton bébé. T'inquiète, ça va aller. Kim est en pleurs. Et Didi va lui prendre la main et lui parler doucement. Bébé, je ne t'ai jamais rien demandé. Et là, Kim commence à comprendre l'horreur de la situation. Et Didi continue. J'ai toujours survenu à tes besoins, n'est-ce pas? Désirais-tu autre chose? Non, mais… Il la coupe en ajoutant. C'est le genre de choses que je dois faire si je veux pouvoir t'offrir ce train de vie. Tu sais, tout ce luxe. Passer à la télé, être dans les films, les magazines. Je sais bien que tu veux pas le faire. Mais veux-tu vraiment passer à côté de tout cela? Non. Alors nous allons le faire. Mais Sean, je crois pas à tous ces rituels de taré. Si tu es là où tu en es, c'est pas grâce aux freak-offs. C'est grâce à ton talent. Est-ce que tu peux me faire confiance? Kim m'explique qu'elle est confuse à ce moment-là, qu'elle ne sait plus quoi penser, et qu'elle pense que son âme vient de se briser, au moment où elle a répondu. Oui. Donc faisons ce que nous avons à faire, pour continuer d'avoir ce que l'on a. Puis il la prend dans les bras et lui dit « Merci. Nous allons avoir un superbe bébé. » Elle va pleurer toute la nuit, en pensant à ce qui va arriver quand elle sera à 9 mois de grossesse, et qu'elle va participer à un freak-offs ritualistique. Et elle décide que l'enfant s'appellera Christian, un nom biblique, pour, je cite, que personne puisse lui prendre son âme. Si tout ça est vrai, j'ai pas de mots en fait. Pour la suite, il y a un producteur qui va perdre la vie, étrangement, et on va parler des fameuses cassettes vidéo de P. Diddy. La justice vient de recevoir des vidéos de Diddy avec des mineurs et c'est en lien avec Kim Porter. Courtney Burgess vient de donner 11 clés USB contenant les vidéos au grand jury fédéral. Dans ces vidéos, on voit 8 célébrités très connues qui sont droguées et qui sont agressées par P. Diddy. Une célébrité par vidéo, donc 8 vidéos différentes. Parmi ces 8 célébrités, il y a 6 hommes et 2 femmes, dont 2 ou 3 victimes qui sont mineures au moment des faits. Et vous savez de qui elles viennent, ces clés USB? De Kim Porter, l'ex de P. Diddy. C'est pour ça que je vous en parle là en plein milieu de cette série où justement je vous raconte ces fameuses mémoires. Si t'es obligé d'en parler, c'est énorme en fait. Ça veut dire que ce manuscrit que nous découvrons ensemble a de grandes chances d'être bien réel. Et souvenez-vous, dans la première partie, je vous parle des clés USB qui contiendraient donc le manuscrit, des photos et des vidéos. Et tout cela sauvegardé par Kim sur un cloud avec un mot de passe donné juste à quelques amis de confiance, si quelque chose devait lui arriver. Et Courtney a dit qu'il a parlé avec Kim quelques heures avant sa mort, que par la suite il a reçu tous ces documents qu'elle avait envoyés juste avant de mourir. Et justement, dans la prochaine partie, nous allons voir comment Kim a réussi à faire les copies de ces fameuses vidéos que Courtney vient juste de présenter au grand jury fédéral. Vous comprenez? Ça veut dire que Kim a réussi, au-delà de la tombe, à exposer P. Diddy. Et elle aura eu le dernier mot. Franchement, je suis contente. Et j'espère qu'ils vont rouvrir l'enquête sur sa mort. Parce que vous allez voir, c'est pas net du tout. Pour finir, Courtney n'a pas le droit de divulguer les noms des victimes avant le procès. Mais dans le manuscrit, sachez qu'il y a 3 noms évoqués. Et ce sont le nom des mineurs. Donc cela corrobore ce que dit Courtney. Voilà, c'est une news rapide. Je fais la suite. Qui m'explique que tout le monde a peur de Diddy. Et qu'elle comprend comment il a réussi à ne jamais avoir de problème. Diddy est un pivot central, menaçant, qui a le bras long. Et voici la suite des mémoires de Kim Porter. Elle vient d'avoir un rôle dans un film et Diddy a décidé de fêter cela chez elle, juste tous les deux. Quand il arrive à la porte, il voit un bouquet de fleurs déposé sur le seuil. Il le prend et crie. « C'est quoi ce bordel encore ?» Kim arrive à l'entrée. « Oh, tu m'as apporté des fleurs ?»« Non. » « Elles viennent d'où ces saloperies de fleurs ?»« Je ne sais pas, certainement un fan. » Diddy arrache la carte qui est accrochée au bouquet et où il est écrit. « Notre rencontre était incroyable.
Revoyons-nous. Kim se prend une gifle directe et lui demande avec qui elle couche. Et il ajoute « C'est pas comme ça que ça marche. Tu es la mère de mon fils et personne n'a le droit de te toucher, sauf quand je l'autorise. C'était juste un café avec un producteur, il ne s'est rien passé. Ah ouais, c'est qui ce foutu producteur? Mais celui avec qui je fais le film, calme-toi !» Là, Didi va jeter une tasse de café sur le mur et hurler. « Mais bordel, il se prend pour qui, lui? C'est juste un producteur avec qui j'ai parlé du rôle. Et on a même parlé d'un prochain rôle. Je te jure, calme-toi. C'est juste pour le boulot. » Et là, Didi est encore plus énervé. « Il veut faire un film sur ma famille, c'est ça? Sur ma famille ?» Et là, en furie, il renverse la table. Kim lui supplie de se calmer, mais lui explique que de toute manière, pour le public, ils ne sont plus en couple. Car Didi sort avec quelqu'un d'autre. À peine elle a terminé sa phrase que Didi lui aurait fracassé une chaise sur elle. Elle va tomber au sol et perdre connaissance. Elle se réveillera à l'hôpital avec le bras fracturé et de multiples blessures au visage. Et Didi est sur place. Et il lui dit « Comment te sens-tu? Éloigne-toi de moi. » « Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. » Il lui prend la main et lui dit doucement « Tu sais bien que je suis jaloux. Et tu as notre magnifique fils et notre famille. » Kim enrage à l'intérieur. Et elle va lui dire « Ah oui? Cet enfant que j'ai dû mettre au monde? Après que tu m'aies fait subir toutes ces horreurs? À la fin de ma grossesse? Tu te foutrais pas de ma gueule, non ?» Pour ceux qui n'ont pas suivi les autres parties, elle parle d'un freak-off ici, / rituel qu'elle a dû subir en fin de grossesse. Je continue. « Laisse-moi tranquille et ne t'approche plus de moi ou de mes enfants. » Là, Didi se confond en excuses. « Je ne recommencerai pas, blablabla. » Mais elle a déjà entendu ce beau discours et elle va répondre. « Si tu t'approches encore de moi ou de mes enfants, j'appelle les flics. » Ah d'accord, c'est comme ça maintenant. Tu vas te servir de mon fils pour me menacer? Mais là, il se ravise direct. Puis il ajoute. Ok, je comprends, t'es en colère. Je suis sérieuse, Sean. Et Didi, sur un ton bizarre, va répondre. Tu leur diras que tu as eu un accident de la route. Ils vont avoir pitié de toi quand ils vont voir que tu t'es blessé à la tête. Qui me dit avoir peur qu'il est déjà à ce moment-là assuré ses arrières. Et elle craint qu'il la fasse passer pour une folle. Une méthode déjà bien éprouvée dans le showbiz, n'est-ce pas? Les mois vont passer et Didi va être adorable. Il va s'occuper d'elle afin qu'elle se rétablisse. Et elle va informer la production qu'elle n'est plus en état d'honorer son rôle. Mais elle va apprendre que le film est suspendu, car le producteur est mort d'une pneumonie. Nous sommes un peu plus loin dans le récit et Kim est à nouveau enceinte, des jumelles cette fois-ci. Et il explique que Didi a voulu faire ce fameux rituel au terme de sa grossesse, et que c'est la dernière fois qu'elle acceptera cette humiliation sous la menace, et que d'ailleurs elle ne participera plus aux soirées de P. Diddy. Par la suite, elle va rencontrer un homme, mais lui aussi va décéder de pneumonie. Kim comprend, et elle ne peut plus vivre sous cette menace. Elle veut sortir de là, et vivante. Elle va donc se rapprocher de Didi, et retrouver le chemin de son lit, mais volontairement cette fois-ci, car elle a un plan, dangereux certes, mais elle n'a plus vraiment le choix, car elle sait où Didi cache les vidéos. Et pendant plusieurs nuits, lorsque P. Diddy est endormi, elle va aller chercher ses cassettes, et faire quelques copies, puis elle va les remettre le lendemain, et en reprendre d'autres, et refaire des copies. Ainsi de suite, pendant quelques semaines. C'était enfin sa porte de sortie. Mais elle a découvert avec effroi le contenu des vidéos. Des vidéos où on voit Usher, Little Bo et Justin Bieber. Enfin. Et elle a peur pour Quincy. Elle se dit que tout ça doit prendre fin maintenant. Et elle va confronter P. Diddy. Kim a à présent quelques vidéos appartenant à Diddy en sa possession. Et elle pense pouvoir se libérer de lui, avec ses preuves. Et elle va le confronter. Et voici la suite. Des mémoires de Kim Porter, l'ex de P. Diddy. Et pour cela, elle va donc l'inviter chez elle et demander à Kimora Lee Simmons d'être présente pour la soutenir. Diddy arrive et salue les filles. Kim lui dit d'un ton grave. « Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux reprendre ma vie, Sean. C'est terminé. Attends un peu. Non. C'est terminé, bordel. » Diddy semble confus et lui demande d'où lui vient cette idée. Avec dégoût, elle va lui dire « J'ai vu les vidéos, Sean. » Diddy est en panique. « Mais de quoi tu parles ?» Et là, Kimora intervient. « Usher? Usher aussi ?» Diddy s'énerve. « Mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Ne me fais pas appeler les flics, Sean. »« Ah ouais, c'est comme ça que ça marche maintenant. Je vois. Si quelque chose devait nous arriver, les vidéos seront mises en ligne. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Et là, Kim écrit qu'elle n'a jamais été aussi heureuse quand elle lui a répondu. « Va-t'en. » À présent, Diddy pose un regard noir sur elle et commence à partir doucement, puis se retourne d'un coup et la plaque dans les escaliers. Kimora lui crie d'arrêter. Mais là, Kim se défend pour la première fois. Et elle rend les coups. Elle va le toucher plusieurs fois au visage. Et Diddy va dévaler les escaliers. Et rester là, immobile, blessé. Kim va appeler les flics et demander à Kimora de s'en aller avant qu'ils arrivent. Et quand elle a vu Diddy partir sur le brancard, en ambulance, elle a enfin ressenti pour la première fois que c'était elle à présent, la menace. Elle reprenait sa vie en main. Elle se sentait libre et en sécurité à présent. Et les choses vont se calmer, mais juste pendant quelque temps. Car elle se rend compte que les hommes qui l'approchent disparaissent eux aussi d'une pneumonie. Elle se rend compte que Diddy est donc toujours dans le coin pour contrôler sa vie. Et c'est à cette période-là qu'elle aurait décidé d'écrire ce livre que nous parcourons ensemble. Quelque temps après, elle explique qu'elle a été victime d'un cambriolage et seuls les ordinateurs ont été volés. Elle sait que c'est Sean
et elle avait déjà commencé à écrire ses mémoires sur cet ordinateur volé. Mais elle avait également tout sauvegardé sur le cloud, et elle va continuer ainsi. Elle va préparer également les dossiers et les emails qui expliquent sa démarche. Car elle donnera au moment voulu le lien du cloud à des amis de confiance, avec le mot de passe qui donnera accès au dossier où il y a le manuscrit, des vidéos et des photos. Nous sommes à présent à la fin du récit, des mémoires de Kim Porter. Kim se sent pas bien, elle est malade, depuis quelques jours, et elle pense qu'elle a peut-être une grippe. Elle attend le retour de son docteur, qui ne répond pas, et elle laisse des messages. Elle avait confié les enfants dans sa famille pour être tranquille, se reposer, mais aussi travailler, mais également pour écrire. Ces lignes que je suis en train de vous lire. Après avoir vu les heures tourner, elle se demande pourquoi les enfants ne sont toujours pas de retour. Et là, tout se met en place dans sa tête. Le cambriolage, le docteur qui ne répond pas, son état de santé, les enfants qui ne sont pas là, et elle repense à ce que Sean avait dit, que s'il voulait, il la ferait disparaître, sans aucune trace. Elle comprend que Didi est derrière tout ça, et de rage, de peine, elle va l'appeler et lui demander « Espèce de salopard, j'ai tes enfants !» Je ne sais pas vraiment ce qu'elle a voulu dire là, « J'ai tes enfants ». Est-ce qu'elle a voulu dire « J'ai eu tes enfants, comment tu peux me faire ça ?» Je ne sais pas. Mais Didi va lui répondre d'un air moqueur. « Mais de quoi tu parles ? Les enfants sont avec moi, voyons. » À ce moment-là, elle sait que c'est foutu pour elle, et elle va lui demander « M'as-tu au moins aimé ? Ce qui compte le plus dans le monde, c'est la loyauté. » Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Comment tu peux faire ça, Sean ? Mais Kim, voyons. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Comment tu peux faire ça, Sean ? Comment j'ai pu ? Avec tout ce que je t'ai donné, tu m'as lâché comme tout le monde me lâche. Mais regarde ce que tu fais autour de toi. Ah, mais tu crois que les gens me lâchent à cause de moi et que toi, tu vas tout balancer comme ça, peut-être ? Donc c'est lui qui aurait orchestré ce cambriolage. Sinon, comment saurait-il ? Avant de raccrocher, elle va lui dire « Ce n'est pas la seule copie, Sean. » Elle raccroche, appelle les secours et envoie un SMS groupé où il est écrit « Il m'a eu ». En attendant les secours, elle continue d'écrire sur le cloud. Et elle regrette de l'avoir confrontée et dit qu'elle aurait dû tout balancer sans rien dire et qu'elle pense qu'elle va mourir, comme Evie, Biggie et Tupac. Et je vais vous lire la dernière page avec ces mots. En attendant l'ambulance, j'écris et je prie pour parvenir à l'hôpital. Je n'ai plus envie d'écrire et je ne serai peut-être plus là pour le voir imprimé. Ce n'est pas grave, je l'envoie. Il ne s'en tirera pas comme ça. J'aurai mon mot à dire, mes derniers mots. Sean Combs sera démasqué, même si j'y laisse ma vie. Mes enfants ont toujours été mon bien le plus précieux, et je veux que le monde le sache. Mais le plus important encore, je veux qu'il le sache. Kim Porter est morte le 15 novembre 2018. Elle avait 47 ans. Le rapport du légiste a établi que Kim était morte d'une pneumonie. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ses mémoires. Et surtout, comme vous l'avez vu en partie 10, il y a de nouveaux éléments. Et cela pourrait faire tout basculer. Car d'autres personnes disent aussi avoir reçu ses mémoires, non censurées, avec des vidéos et des photos. Mais pour en savoir plus, il faut attendre le procès à présent. Et il y a beaucoup de choses à dire concernant les circonstances de la mort de Kim. Comment son corps a été découvert, comment son corps a été déplacé. On parle aussi de 2 résultats d'autopsie différents. Mais il y a beaucoup de rumeurs également, et je ne vous cache pas que c'est difficile d'avoir des informations officielles sur sa mort. Donc je vais voir ce que je peux faire, mais je vais vous en parler. Voilà, des mémoires de Kim s'arrêtent ici. Et je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à cette série. Cela m'a fait plaisir de la faire, même si cela n'était pas toujours évident. Le sujet est lourd. En tout cas, sachez que ce format de vidéo va rester et que j'ai bien d'autres histoires à vous conter.